Mesdames et messieurs, bienvenue au cycle de conférences échangées pour mieux comprendre, organisé par la Fondation Attijari Wafa Bank. Métiers de demain, les grands défis de l'innovation pédagogique est le thème de notre conférence d'aujourd'hui. Notre monde ne cesse de connaître des changements de plus en plus rapides. Les mutations qui jadis prenaient des décennies, voire des centaines d'années pour transformer nos sociétés, deviennent de plus en plus accélérées. Et le marché de l'emploi ne fait pas exception. Des métiers de demain sont déjà les métiers d'aujourd'hui et personne n'a de certitude quant à la rapidité des évolutions à venir. Pour répondre à ce marché d'emploi en transformation constante et accélérée, les systèmes d'enseignement et de formation n'ont plus le choix. Ils doivent rompre avec les pratiques éducatives antérieures et proposer en continu des dispositifs inédits, agile et adapté. Le système doit être innovant pour former de manière innovante des diplômés qui seront innovants dans leurs futures pratiques professionnelles et dans l'apprentissage en continu des métiers qui changent. Vous l'avez bien compris, l'innovation pédagogique n'est plus un choix, elle se met au cœur des systèmes d'éducation et de formation. Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de notre thématique, nous avons parmi nous d'honorables acteurs des secteurs d'enseignement privé et public. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui avec nous M. Anas Ktani. Bienvenue parmi nous, M. Ktani. Merci, Mme Ouda, pour l'invitation. Un plaisir. Nous avons avec nous aussi Dr Karim Alami, directeur général de l'EMSI, l'École marocaine des sciences de l'ingénieur. Bienvenue. Monsieur Alami. Merci pour votre invitation. Pour commencer par le commencement, la première question qui s'impose pour vous, Monsieur Ktani, aujourd'hui, où en est le Maroc en matière d'innovation pédagogique et peut-être donner une idée sur l'innovation pédagogique pour nos spectateurs. Merci pour cette première question, pour placer un petit peu le contexte de ce débat et on remercie la Fondation Attijari Wafa Bank pour cette belle initiative. L'innovation pédagogique aujourd'hui est au cœur des réflexions de notre ministère de l'enseignement supérieur qui abrite 12 universités et notre université Hassan II de Casablanca également. Nous avons pris conscience que, indépendamment de reproposer de nouvelles filières, il faut l'innovation, mais une innovation dynamique. Parce que le processus de demande de l'offre de l'emploi est un processus dynamique et aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de l'université uniquement, c'est un écosystème qui est derrière et j'espère tout à l'heure, on développera ensemble pour comprendre une des recettes possibles pour pouvoir aller dans le sens de l'innovation pédagogique. Très bien. Aujourd'hui, d'un point de vue innovation pédagogique, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui a été déjà fait? Alors, je ne vous rappelle pas que nous sommes encore dans le système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat, qui forme la masse, indépendamment des écoles d'ingénieurs, des filières où les spécialités sont déjà connues. Je pense aux universités de faculté de médecine, faculté de pharmacie, dentaire. Le problème réside toujours dans l'accès ouvert, où on a une grande massification. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler d'abord des licences, master et doctorat, où ce qui a été fait aujourd'hui, c'est indépendamment de la spécialité, c'est de réfléchir en étroite collaboration avec l'écosystème, de dire comment telle formation, elle peut répondre au mieux à telle offre d'emploi, à tel secteur. Et cela ne se fait pas derrière un miroir ni derrière un bureau. C'est une étroite collaboration avec les parties prenantes pour monter justement ces filières et une approche participative où justement plusieurs séminaires, plusieurs vacations, plusieurs interventions sont justement aujourd'hui très appréciées par les apprenants et par le tissu qui absorbe ces jeunes lorsque c'est fait par justement les gens du terrain. Donc
il amorce, il dit voilà, si demain, aujourd'hui d'abord, je dois recruter, voilà les besoins. Donc pourquoi attendre 3 ans la réforme universitaire? Commencer par mettre au parfum tous ces jeunes par rapport aux besoins. Donc je peux citer des exemples. Aujourd'hui, la qualité, le secteur qualité, il n'y a pas une structure industrielle qui n'a pas son département qualité. On ne peut pas lâcher des jeunes ingénieurs ou des jeunes licenciés ou masters s'ils ne sont pas déjà prêts pour la démarche qualité, pour la démarche certification. Donc voilà un secteur qui est prometteur, qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, lorsqu'on donne un petit peu cet avant-goût aux jeunes par rapport à la qualité, c'est un exemple parmi d'autres. Et alhamdoulilah, le Maroc, il s'est doté aujourd'hui de tous les secteurs, notamment l'automobile, l'aérospatial, et tous ces secteurs-là sont preneurs de jeunes qui ne se contentent pas uniquement d'absorber la spécialité, mais qui se préparent à ce milieu avec le contexte opérationnel du secteur industriel. Très bien, merci beaucoup. Et justement, l'offre de formation que propose votre établissement, Monsieur Alami, intègre une panoplie de méthodes qui entrent dans le cadre de l'innovation pédagogique. Avant de vous donner la parole pour nous donner un aperçu sur ces méthodes-là, je vous invite à regarder cette vidéo. L'EMSI, depuis sa création en 1986, a adopté une démarche d'excellence académique pour former les étudiants en sciences de l'ingénieur. L'innovation pédagogique via la digitalisation est l'un des piliers de développement de l'EMSI, dite aujourd'hui EMSI 4.0. Cette démarche nous a permis de suivre les mutations technologiques afin de former nos ingénieurs aux nouvelles technologies en adoptant les outils pédagogiques innovants comme les classes inversées et l'apprentissage par projet. L'EMSI offre aux étudiants la possibilité d'accès aux plateformes numériques dont, je cite, la plateforme certifiante Coursera, la plateforme de simulation numérique Dassault Systèmes 3D Experience et des expériences immersives en réalité virtuelle mixte, même métaverse, via la plateforme IonXR. Actuellement, au sein du laboratoire, nous travaillons sur l'axe Metaverse. Metaverse, c'est un environnement virtuel où plusieurs personnes et des objets numériques peuvent interagir plus facilement. Donc actuellement, au sein du laboratoire, nous travaillons sur l'immersion de tous les intervenants de l'écosystème éducatif, principalement les professeurs et les étudiants, afin de faciliter l'enseignement 4.0. Je travaille en ce moment sur un projet qui allie la réalité étendue avec l'agriculture 4.0. C'est-à-dire qu'à travers un casque, il y aura un utilisateur qui va pouvoir interagir avec des capteurs qui se trouvent sur une plante, qui se trouve à distance, et donc actionner une pompe, l'arroser, voir les informations, etc. Monsieur Alami, à vous la parole pour nous donner un commentaire, un feedback sur cette vidéo. Alors, l'EMSI, depuis sa création, nous sommes un établissement supérieur privé. Nous avons pratiquement 11 000 étudiants pour l'année 2022-2023. Et nous nous rendons compte que les jeunes que l'on a, ce sont des jeunes de la génération Z, pour lesquels on ne peut plus se permettre de faire de la formation comme avant. C'est-à-dire on ne peut plus absolument faire un cours magistral, DTD, et s'arrêter là. C'est plus possible, ils sont plus attentifs, ils sont plus réceptifs, et puis l'innovation est au cœur de notre métier. Et il faut sans cesse qu'on se remette en question, sans cesse qu'on essaye de trouver quelles sont les meilleures techniques pour essayer que l'étudiant soit le plus intéressé. Parce que comme on dit, quand je dis, j'écoute, quand j'enseigne, je me souviens, mais quand j'interpelle et quand je fais intervenir la personne, eh bien, il se souvient et il peut mieux utiliser les connaissances par la suite.
Donc on essaie de trouver toutes les méthodes pour intéresser les étudiants. Notamment, il y a des méthodes qui ont été testées, notamment les classes inversées, où on donne des vidéos à l'étudiant, et quand il vient en classe, et bien à ce moment-là, on passe plus de temps à lui expliquer les phénomènes, à essayer d'interférer, à lui donner la parole, etc. Et le but aussi au niveau de ces nouveaux métiers, on se rend compte que les nouveaux métiers, peut-être d'ici 10 ans ou 15 ans, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, on ne sait pas où est-ce qu'on va, mais il faut pouvoir préparer l'étudiant. Et pour pouvoir le préparer, il faut le préparer au niveau méthodologie, il faut qu'il ait une agilité, parce qu'il faut qu'il puisse s'adapter rapidement. C'est pour ça qu'on a mis aussi du mode blending au niveau de notre formation, c'est-à-dire que l'étudiant, il a le cours, mais il a aussi des MOOC, il a de la certification au niveau de Coursera, et ça lui permet de faire une acquisition des connaissances. Et il faut aussi se remettre en cause par rapport aux méthodes d'évaluation, parce que l'évaluation classique, où on lui donne une feuille blanche et répondre, ça ne reflète pas la personnalité de l'étudiant, ça ne reflète pas ce qu'il est en train d'apprendre. Et forcément, on est obligé de changer les méthodes, faire beaucoup de stages, faire beaucoup de projets, lui donner la parole, lui donner les exposés, et c'est ce qui permet de le faire participer et qu'il apprenne encore mieux et qu'il essaie de développer ses connaissances pour qu'il puisse s'adapter par la suite au niveau des nouveaux métiers. Et de votre côté, Monsieur Kettani, quel type de relation vous entretenez avec les entreprises et comment vous intégrez leurs besoins dans l'intégration de l'innovation pédagogique dans vos programmes? Alors aujourd'hui, comme ça a été souligné au départ, c'est l'implication dans le montage des filières du monde socio-économique. Et je vous parle de la masse. L'université Hassan II de Casablanca compte 140 000 étudiants, où la majorité, c'est l'accès ouvert. Et si on fait un sondage auprès des jeunes au niveau licence, on peut avoir des chiffres qui sont très 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 faibles, des jeunes qui ont franchi cette porte de l'entreprise. Et l'une des manières modernes qui semble donner des résultats très intéressants, c'est d'impliquer les jeunes, toutes spécialités confondues, sur l'approche entrepreneuriale. L'approche entrepreneuriale, aujourd'hui, est une approche innovante pour faire découvrir l'entreprise aux jeunes. Le process est très simple. Quelle que soit la spécialité, de façon transversale, le jeune répond à un appel à candidature avec une idée innovante. On ne parle pas de prix Nobel date d'aujourd'hui, mais une idée innovante qui le passionne. Donc, la proposition émane du jeune étudiant et cela est devenu possible depuis 2018 où on a mis en place le nouveau statut national étudiant-entrepreneur qui donne la possibilité aux jeunes, avec une action volontaire, de participer à l'accompagnement de l'idée innovante jusqu'au prototype, jusqu'à la création du start-up. Sachant que la start-up n'est pas la finalité absolue. La meilleure start-up, c'est le jeune étudiant qui est complètement transformé entre le input et le output sur le comportemental, sur l'étude de marché que jamais, quand on est dans une faculté de lettres ou de sciences, jamais on pense confronter son produit ou service par rapport à une étude de marché. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes qui avaient un potentiel qui était réellement caché. Et via cette approche innovante, moderne, qui positionne le jeune avec une approche participative, comme je l'ai souligné, parce que c'est lui qui ramène l'idée. Lorsqu'il est diplômé, il va chercher un emploi. Vous comprenez, déjà, on est dans une approche diminutive, c'est-à-dire que je n'ai pas un travail, je cherche. Par contre, j'ai une idée innovante et je participe avec vous pour en faire quelque chose de plus intéressant. Croyez-moi, aujourd'hui, tout le monde parle de soft skills. La nouvelle licence qui va être proposée dès la rentrée prochaine, elle va insister beaucoup sur un renforcement de soft skills, power skills, c'est-à-dire comment donner un comportemental qui répond plus aux demandes de l'entreprise. Et si vous demandez l'entreprise, parce que c'était un peu le sens de votre question, souvent la première remarque qui vient, c'est pas
le contenu scientifique qui manque, c'est le comportemental. Et si on parle d'innovation aujourd'hui pédagogique, ben, nous avons tous pris conscience, monsieur Alami est avec nous, pareil, il faut miser sur le comportemental parce qu'ils deviennent des ambassadeurs du supérieur d'une manière générale. Et lorsque le comportemental suit bien, il va réussir son entretien, il va réussir les premiers jours d'intégration en entreprise et ça va faciliter et fluidifier une meilleure intégration. Très bien, très intéressant et c'est très bien pour les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs d'avoir déjà vécu cette expérience en immersion. Tout à fait. Puisqu'ils pratiquent et ils vont vraiment vivre le quotidien. Donc c'est une formation qui est en fait pratique et concrète. Ils sont sur le terrain, ils sont déjà sortis de leur faculté parce que c'est une équivalent de cité d'innovation qu'on appelle Académie entrepreneuriale, où il y a tout un écosystème qui parle uniquement insertion et entrepreneuriat, et ils rencontrent toutes les spécialités confondues. Quelqu'un qui est en médecine va rencontrer la technologie, va rencontrer un informaticien, l'aide. Ça, c'est déjà une richesse en soi, et on révolutionne leur comportemental. On leur a tellement appris, ayez le diplôme le plus grand possible, et vous aurez le meilleur métier du monde. Je pense que ce dicton ne marche plus. Il faut aller sur de nouveaux principes et l'entrepreneuriat en fait vraiment partie. Très bien. Monsieur Alami, les employeurs, comment ils ont réagi à toutes ces méthodes que vous avez intégrées dans votre offre de formation? On a vu les classes inversées, on a vu le blended learning, le métaverse, l'intelligence artificielle. Quel type de feedback avez-vous eu de la part des employeurs par rapport à ça? Comme l'a expliqué le professeur Anas Ktani, quand on établit un programme, on demande aussi l'avis des professionnels de l'enseignement, mais on demande aussi l'avis des professionnels au niveau de l'entreprise, parce que, in fine, on est en train de former des gens pour l'entreprise. Et si on prend par exemple l'intelligence artificielle, c'est une réflexion qui date depuis quelques années, et nous l'avons intégrée parce que le monde de l'entreprise voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, et d'ailleurs, même les professionnels interviennent au niveau de la formation en fin de cycle, au niveau de ces nouvelles technologies. Concernant le métaverse, concernant la réalité virtuelle, etc., c'est de nouvelles méthodes qu'on est en train d'implémenter et qu'on va les tester au niveau du marché par la suite. Mais malheureusement, c'est des méthodes qui coûtent très cher et le monde de l'entreprise ou le monde professionnel n'a pas accès à ces méthodologies. Les apprenants et les étudiants sont aussi des concernés par l'innovation pédagogique. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont connectés, qui sont informés, qui ont accès à la data et à l'information sur Internet. Et du coup, ils ont des attentes et des exigences. Pour en savoir plus, je vous laisse avec ce témoignage d'une étudiante qui donne son avis et ses attentes sur l'innovation pédagogique. Bonjour, je m'appelle Selma Jouari, j'ai 22 ans et je suis étudiante licenciée en mathématiques appliquées à la faculté Hassan II de Casablanca. Alors, j'ai commencé un enseignement spécialisé en ingénierie aéronautique à Rabat et j'ai décidé de me focaliser plus spécifiquement dans le domaine des mathématiques. Donc, j'ai décidé de changer de filière et de me diriger vers cette voie-là. J'aimerais appliquer un master Erasmus dans le domaine médical et plus spécifiquement dans la modélisation numérique des maladies infectieuses. Il serait intéressant d'expérimenter avec les nouvelles méthodes d'apprentissage innovantes telles que l'e-learning, les serious games ou encore les blended learning, mais aussi travailler sur ces soft skills telles que les méthodes de communication, apprendre à travailler en groupe ou aussi avoir des situations réelles pour s'imprégner de la culture du travail, mais aussi rechercher et se mettre à jour sur les métiers d'actualité, les métiers d'avenir. Alors, dans quelle mesure ces méthodes d'apprentissage innovants vont-ils aider à l'employabilité des jeunes au Maroc? Votre réponse, Monsieur Ktani, à cette jeune étudiante?
Toute la réponse est dans la nouvelle méthodologie qui consiste à donner l'autonomie aux jeunes étudiants d'aujourd'hui, où il est coaché, il est orienté, mais l'essentiel du travail, il faut le laisser faire. Un des exemples, c'est des micro-projets sur le terrain. Ils deviennent des équivalents d'auditeurs l'espace d'un jour. Dans le domaine agroalimentaire, c'est juste extraordinaire. Ils passent une journée dans une pâtisserie, ils passent une journée dans une boucherie, et ils ramènent les choses qui fonctionnent, et ils ramènent des choses qui méritent une amélioration. Et quand c'est lui qui a fait le travail et il le ramène, ben, c'est plus la théorie, on est vraiment dans la pratique, et on l'accompagne pour grandir, et le résultat est juste fantastique parce que après, il fait un stage d'observation. Dans les écoles d'ingénieurs, ça c'est systématique, mais dans les accès ouverts, on introduit ces notions-là. Lorsqu'il arrive au stage de fin d'études, ben, il sait qu'il ne va pas faire un stage pour un stage, il va faire un stage pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et le meilleur gage, c'est que l'encadrant industriel, ben, qu'il prenne goût que les livrables qu'il a laissés ce jeune, ben, ils vont être opérationnels dès le premier jour. Et le meilleur témoignage, c'est quand on les reçoit le jour de la soutenance, et leur témoignage est juste magnifique. Ça, cette révolution nous a poussé à même certifier certaines de nos filières, parce qu'on a vu que nos jeunes réussissent à certifier l'entreprise. Il faut qu'on se rende compte, est-ce qu'on peut être certifié? Aujourd'hui, il y a une norme ISO 21001 qui va insister surtout sur le management de l'exécution d'une filière. On ne va pas aller dans la pédagogie parce qu'il y a une agence ANEA qui fait son travail pour voir le contenu pédagogique, mais entre le contenu pédagogique et l'opérationnel, il y a un gros fossé, et une certification va vérifier est-ce qu'il y a des modules qui manquent, est-ce que les lauréats sont bien insérés, et comment, ça aussi au Maroc, il y a un point d'amélioration, c'est la notion d'alumni. La notion d'alumni, c'est un réseau, c'est un trésor. Dans d'autres pays, c'est des choses qui fonctionnent bien. C'est plus un souci de trouver un stage, c'est plus un souci de trouver un travail, parce que les anciens font leur travail. Et certaines filières, dans notre université, ont réussi ce défi, et le gage aujourd'hui, c'est de le généraliser dans une grande université qui compte des centaines de milliers d'étudiants. Très intéressant. Une question pour vous, Monsieur Alami, parce qu'en intégrant, pour être dans la même direction que la question de notre étudiante, en intégrant ces méthodes, vous avez sans doute suivi l'employabilité de vos étudiants. Quel impact avaient ces nouvelles méthodes sur l'employabilité de vos lauréats? Notre souci, c'est l'employabilité. Le plus grand des soucis, c'est l'employabilité. Et ces méthodes, lorsqu'on oblige un étudiant à prendre la parole, à être agile, à faire énormément de soft skills, de créativité, eh ben, ça le prépare déjà au monde de l'entreprise. Ils font énormément d'exposés, la notion de certification, où on les oblige à avoir de la certification pour valider des modules en mode blindé, mais c'est uniquement parce qu'on le sait que dans 2 ans, 3 ans, de nouvelles technologies vont apparaître. Et l'étudiant, il faut qu'il soit imprégné de ces méthodologies, de travailler seul et de s'auto-former. Parce qu'on a beau former pour aujourd'hui, et ben dans 3-4 ans, s'il ne continue pas son auto-formation, et ben on aura raté notre vocation. Et donc on essaie de lui incruster tout ça au niveau pour qu'il puisse être prêt pour demain et pour les années à venir. Nous avons une deuxième question de la part d'une étudiante qui s'intéresse à l'innovation pédagogique. Écoutons-la. Je suis Boutiana Debouri, étudiante en 4e année, programme grande école, en International Business à ESCA École de Management. Je suis titulaire d'une licence professionnelle en gestion des ressources humaines. Ensuite, j'ai intégré ESCA en admission parallèle pour avoir mon master. Après l'obtention de mon master, je souhaite opérer dans le domaine du digital pour ensuite faire mon propre projet professionnel.
À ISCA, on a l'accès gratuitement à des plateformes de e-learning telles que Coursera et ProActech et ScholarVox, qui nous permet de se former en permanence et d'être à jour avec toutes les leçons qu'on nous enseigne ici à l'école. Ainsi, éventuellement, on peut avoir des certificats des licences. Nous avons également un programme qui comprend des business games et des serious games qui nous met au concret tout ce qu'on apprend théoriquement et qui ça nous prépare également pour pénétrer facilement le marché du travail. Comment l'innovation pédagogique permet-elle de favoriser la motivation des étudiants et développer les compétences nécessaires pour pénétrer facilement un marché de travail purement concurrentiel? L'innovation pédagogique pousse l'excellence au niveau des étudiants parce que déjà, on les sort du protocole classique, hein, des modules où il y a beaucoup d'apprentissage théorique, où on les attend en fin du semestre pour passer des examens. Là, ils sont confrontés sur des études de cas concrets. Ils rencontrent aussi bien à l'université qu'à l'extérieur dans des visites d'entreprise. Donc, on abrège un petit peu le gap entre l'université et l'entreprise en apportant des cas réels, en allant rencontrer l'entreprise. Et là, ils se surpassent un petit peu ces jeunes en faisant des recherches, en apportant des solutions. Et plusieurs exemples sont là. On a fait des innovations camp au niveau d'un amphi où 50 cadres de la compagnie Boeing Seattle se sont déplacés à Bemsik pour juste poser des questions très basiques. Comment améliorer le confort d'un passager? Et je me suis posé la question, comment un jeune de Bemsik va... Ils étaient preneurs, parce que le fantasme du voyageur apportait des solutions, et les jeunes avaient envie que cette séance durait des jours et des jours, parce que ça changeait du cours classique, du cours magistral. Et aujourd'hui, on parle innovation pédagogique, et notre enseignant, nous enseignants, on commence à réfléchir entreprise. Et on pense ce produit qui est notre étudiant, il faut anticiper et dire comment il va répondre au maximum à un marché de l'emploi qui change de jour en jour. Et on doit être aussi réactif que le marché de l'emploi pour que cette formation ne soit pas basique et redondante. Nous avons parlé des méthodes de l'innovation pédagogique, nous avons eu un aperçu de ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. Les méthodes ont l'air intéressantes, les conséquences, en fait, les résultats ont l'air d'être satisfaisants, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, quels sont aujourd'hui les défis? Quelles sont les choses qu'on devra prendre en compte pour améliorer cette innovation pédagogique et aller de l'avant? Alors, les grands défis que l'on a, bon, il y a deux systèmes. Il y a le système accès ouvert, les universités, où il y a une massification de l'enseignement. Il y a pratiquement 1 200 000 étudiants cette année au niveau de l'enseignement supérieur. Et il y a aussi les établissements accès régulé ou bien l'enseignement privé qui ne représentent que 5% de l'enseignement supérieur. Et dans un établissement régulé ou dans un établissement privé, on arrive à gérer cette innovation. Pourquoi? Parce qu'on a les moyens, on a des effectifs, on a un taux d'encadrement qui est élevé, mais la problématique est au niveau de l'université. Et il faut décloisonner cette université parce que si on n'utilise pas les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est impossible de satisfaire tout le monde. Et ces nouveaux outils, vont permettre de décloisonner complètement l'université et d'avancer au niveau de ces technologies. Alors il faut aussi équiper les enseignants, donner l'accès au niveau de l'Internet, donner l'accès au niveau des EdTech, au niveau des étudiants, pour qu'ils puissent exploiter un peu ces nouvelles méthodologies. Donc, M. Ktani, M. Alamine vous tend la perche en parlant de l'université. Alors, quel est votre commentaire? Alors, on est bien d'accord, mais souvent, on jette un petit peu la balle sur l'université, sur le système d'enseignement. Mais tout ce système d'enseignement, il prépare ces jeunes pour intégrer l'entreprise. Aujourd'hui, il faut aussi que l'entreprise joue le jeu. Et dans cet élan, l'entreprise doit accompagner
cette révolution innovante dans la pédagogie doit être présente dans l'encadrement des jeunes qui arrivent au niveau des entreprises, doit préparer dans le détail un petit peu tous les besoins d'entreprise en termes de sujets d'ingénieurs, les sujets de licence lorsqu'ils arrivent en stage. Hein, souvent, certaines entreprises, pour X raisons, hein, parce que si on ne prend pas les choses en amont, ben l'étudiant se retrouve un petit peu perdu dans un grand univers. Je ne parle pas pour la majorité, mais si on essaye de faire une approche où l'entreprise est omniprésente en amont avec l'université, avec les écoles d'ingénieurs, pour justement préparer l'insertion de ces jeunes, ben le résultat serait certainement plus impactant et on aura des chiffres d'insertion qui seront plus intéressants que ce que nous avons aujourd'hui. Je parle des stages, je parle des insertions, je parle de la diversification des offres d'emploi. L'ANAPEC, qui joue le rôle dans l'insertion, fait un travail extraordinaire. On a un réseau de plus de 80 agences au niveau national, plus de 800 conseillers. Mais aujourd'hui, le système n'est pas aussi bien huilé pour que le jeune étudiant que nous laissons pour l'entreprise soit bien accompagné, soit gagne du temps. C'est-à-dire qu'il y a un gap qu'il faut tisser pour que tout ce qui se fait comme effort d'innovation pédagogique soit au profit de l'entreprise, au profit de la petite et grande entreprise. Très bien. Justement, aujourd'hui, par rapport à l'université, il y a quand même certaines filières justement où il y a cette massification. Dans l'indicateur de l'employabilité ou le besoin dans l'entreprise n'est pas forcément grand. Y a-t-il une réforme en intégrant l'innovation pédagogique ou une réforme par rapport à ces filières-là pour peut-être orienter ces étudiants vers d'autres filières plus demandées? Moi, je dirais qu'il faut reconfigurer les filières. Hein, souvent, on reproche à certaines filières de lettres qui n'arrivent pas à être tous absorbés au niveau du tissu économique. Mais aujourd'hui, si au niveau des lettres, on voit que c'est la communication qui est très demandée, mais il faut orienter ces filières par rapport à ces demandes. Et l'université, avec ses commissions, ses responsables, penche beaucoup là-dessus pour justement, parfois il faut un tout petit peu de configuration pour donner un résultat qui peut être beaucoup plus impactant. Et nos enseignants, nos filières travaillent dessus aujourd'hui pour que ce qu'on appelle la licence revisitée soit plus riche en soft skills, soit plus riche. Ça se fera en 3 ans. On ne parle plus de bachelor aujourd'hui, vous avez bien compris. Mais au moins, ce qu'on a compris dans la préparation des bachelors, que c'était la priorité aux soft skills, au comportemental, ça va être injecté dans cette nouvelle licence qui va démarrer en 2023 et expérimentée dès la rentrée, cette rentrée. Ça permettrait justement de minimiser un petit peu ces filières où on laisse les choses aller dans le sens qui ne répondent pas à ce besoin du marché. Espérons que ce sera le cas, parce que c'est bien dommage que le marché d'emploi soit demandeur de compétences et que derrière, il y a peut-être des compétences qui ne sont pas compatibles et on se trouve effectivement avec une employabilité qui est moindre, alors que notre économie, notre industrie au Maroc a besoin de notre jeunesse. Le sujet est bien riche et nous avons encore beaucoup de questions et nous avons encore beaucoup de choses à discuter, mais malheureusement le temps ne nous le permet pas. Donc pour conclure, je vous donne le mot de la fin chacun, une phrase de conclusion par rapport à notre thématique. Monsieur Alami. Alors si on peut donner aussi un certain nombre de conseils aux étudiants, ils vont intégrer, c'est la génération Z, ils ont intégré l'école, ils ont 20 ans. Il faut qu'ils profitent un peu de tout ce qui est nouvelle technologie. Il faut qu'ils améliorent leurs compétences, notamment linguistiques. Il faut qu'ils deviennent plus agiles et qu'ils prennent un peu tout ce qui est créativité en compte au niveau de leur formation. Et toutes ces méthodologies vont leur permettre de s'adapter plus rapidement au niveau du marché du travail. Merci, M. Alami. M. Ktani, un mot de la fin?
Pratiquement dans le même sens, on peut conseiller cette jeunesse d'être un peu plus entreprenant, hein, et ne pas attendre que ça vienne d'autrui. Hein. Aujourd'hui, la formation, ce n'est qu'une base, ce n'est qu'un socle. Mais l'auto-formation, allez chercher l'information et positionnez-vous par rapport à quelque chose qui vous passionne. Hein, parce que là, vous allez exceller. L'entrepreneuriat est un jeu parmi beaucoup de jeux. Et on a découvert que cette jeunesse, elle déborde de potentiel. Je les adore parce qu'il suffit de montrer qu'on pense à eux et qu'on leur donne un territoire où ils peuvent s'exprimer. Et franchement, même nos collègues qui viennent de l'Occident, ben, ils trouvent que nos jeunesses débordent d'imagination. Et c'est ça qui va faire la différence lorsqu'ils vont être devant un recruteur. Malheureusement, le CV, il se lit à l'envers. Hein, tout le monde a la même photo, on se ressemble plus ou moins. Tout le monde a la même formation. Tout le monde a le même profil. Mais quand on voit les divers, qu'est-ce que vous avez fait de plus? Comment vous distinguez? Ben, un jeune entrepreneur, ben, il va se positionner et c'est ça qui va faire la différence pour être retenu. Donc, il n'y a pas une recette magique, mais c'est une des recettes que je recommande à cette jeunesse sur laquelle on mise tous pour une économie du Maroc que nous espérons très clairvoyante, Inch'Allah. Merci beaucoup. Un beau message. En effet, la jeunesse marocaine, elle fait notre fierté et justement, nous comptons sur eux pour porter l'économie et l'industrie au Maroc parce que la jeunesse est l'avenir de notre pays. Mes sincères remerciements à nos chers panélistes. Après vos éclairages pertinents et enrichissants, certes, on ne voit pas l'innovation pédagogique de la même manière. Et pour conclure, je vous laisse avec cette vidéo. Nous allons découvrir la cité de l'innovation de l'université Hassan Ier de Stade pour illustrer les efforts faits par notre pays en matière de l'innovation pédagogique. La cité de l'innovation de l'université Hassan Ier de Stade, édifiée il y a quelques années, au moment où le Maroc ambitionne d'être un hub de l'innovation en Afrique. Sa vocation est multiple et a plusieurs objectifs, et que le tout converge vers un seul but, c'est création de richesse et de valeur ajoutée. C'est un nouveau concept au niveau de l'éducation académique et de recherche scientifique. La cité d'innovation, elle est ouverte pour toutes les bonnes volontés déjà, pour nos étudiants, pour nos étudiants chercheurs doctorants, pour les chercheurs, pour les soft skills. Elle est ouverte pour les lycéens, pour tout porteur de bonnes idées. En plus d'un certain nombre de services qu'offre la Cité d'innovation, tels que l'incubation, une assistance au niveau des brevets, de la propriété intellectuelle d'une manière générale, du coworking, du transfert de technologie parce qu'on a un service ou un bureau de transfert technologie, TTO, l'assistance pour les événements, pour assister les étudiants pour préparer leurs événements. Nous avons aussi des open space dédiés aux porteurs de projets. Nous avons un data center, une grande bibliothèque. La Cité d'innovation apporte une valeur ajoutée à nos étudiants d'une manière générale, aux étudiants doctorants de manière particulière, aux soft skills, aux chercheurs. On offre une gamme d'équipements, haute technologie, qui peuvent aider et accompagner les porteurs de projets pour aller de la conception, modélisation de leur prototype jusqu'à sa réalisation. Après, nous avons aussi des machines d'ordre industriel qui vont permettre en fait à la production en série. Nous avons des équipements
pointue à la hauteur des ambitions de notre chère patrie, le Maroc. Bonjour, c'est Younes Rafé. Je suis un élève ingénieur en conception et productique, diplômé en licence sciences et techniques mécatroniques. J'ai un autre diplôme, c'est le brevet de technicien supérieur en conception des produits industriels. J'ai commencé le travail sur le projet Young Plast en juin 2021 sur la Cité d'innovation, recherche et développement STAT. Professeur encadrant, M. Laoumari, j'ai pu fabriquer mon prototype machine et les prototypes produits. Par rapport à nos ambitions de développement, à court terme, en visant d'être l'entreprise leader au marché marocain en termes de recyclage de plastique, au moyen terme de déclarer le Maroc comme un pays sans déchets plastiques et en long terme de se localiser dans toute l'Afrique. En conclusion, j'invite tous les étudiants de se rapprocher aux cités d'innovation de leurs universités, car les cités d'innovation encouragent les jeunes étudiants d'innover les startups et les écosystèmes dans les espaces d'incubation.